Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire où on a la chance, que dis-je, l'honneur de recevoir Pierre Blunt, qui est responsable industrie 4.0 et dans le digital, chez Dior, du groupe LVMH. On a déjà 41 personnes alors qu'il est 30 pétantes. C'est assez rare. Vous n'hésitez pas à dire, moi je vais dire bonjour à tous dans le chat et je vais vous Salut Adrien, expliquer. bonjour à tous. Salut Pierre. Salut Pierre, on va bien sûr te présenter. J'attends juste que ça monte parce que là, ça fait qu'augmenter. Donc Stéphane, salut. Alexandre Gay aussi de Berry Global. Je vois pas les entreprises s'afficher toutes, mais salut Damien, salut Gauthier. Je sais pas si Pierre, tu vois aussi toi les chats sur le côté ou pas? Ouais, je vois, ouais, Ok, bon. parfait. S'il y a des questions à tous, il y a Sanofi aussi. Ok, trop bien. On a Andros, Collins, Lizzie. Plusieurs marques de Richemont, attention aussi. Attention, si vous avez des questions, vous avez ce chat où vous êtes tous en train de dire bonjour. Alexandre Meuf, salut. Denis, Georges aussi. Vous avez les questions sur le côté qui vont vous permettre, enfin me permettre moi de les faire s'afficher. Ça sera plus simple en lecture et on pourra vraiment voir quelles questions on aborde avec Pierre en fait. Bonjour Florian, aussi de Valrhona du groupe Savencia. C'est le chocolat Valrhona, Pierre. Je ne sais pas si tu as pu goûter ce délicieux Il va chocolat. falloir qu'on fasse des benchmarks croisés. Ouais. David Robert. On a Garlin aussi avec Charles. Salut Charles. Salut Charles. Khaled, etc. Donc là, on dépasse les 50. Trop bien. Je vous promets, on promis à tous à 30, 34, on commence. Je sais que parfois les webinaires durent un peu à commencer parce qu'on attend des gens, mais là, vous êtes beaucoup tout de suite. Donc, bonjour Geoffrey. Quand même mettre tac. En plus, a priori, tout le monde nous entend. Ah, Déborah dit on peut participer au benchmark avec du Doliprane au caramel. C'est Sanofi, je pense. C'est pour un apéro, ça, hein, ça m'a l'air d'aller. Trop bien. Tu vois mon écran, Pierre, hein? Tout est parfait. Super. Il manque juste la petite technique du début pour bien commencer. Mais même pas. Ouais, exactement. Hop, moi, je vais juste couper les notifications. Bonjour, parce que je les entends. Et tu as un petit truc, désactiver les notifications en haut à droite du chat, Pierre, si, Ouais, si tu as peur que ça te dérange. c'est bon pour moi, hein. Tout va bien. Ok, trop bien. Pauline, enchantée aussi. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Si vous en avez au fur et à mesure, je le rappelle, via le petit onglet questions en bas à droite. Les sondages, on ne l'utilisera pas, je pense. Sauf si vraiment il y a un débat qui nécessite un sondage, un petit peu. Et je pense que c'est tout pour le moment. Très important, on va vous partager le lien où vous pourrez retrouver ce webinaire en vidéo, mais aussi tous nos autres webinaires. Et vous pourrez donc vous inscrire directement dessus et recevoir des vidéos de rediffusion. Alors je vous invite à rester bien sûr en live, c'est toujours mieux parce que ça vous permet de poser les questions et d'être en direct, mais vous aurez aussi la possibilité d'avoir accès à toute notre autre bibliothèque. Il est 34, on est parti, on va pouvoir commencer. Donc je le répète, Pierre Blunt pour nous parler du digital, de stratégie industrie 4.0 chez Dior. Pourquoi il a choisi Mercatim aussi. Merci beaucoup Pierre de nous rejoindre. Je fais juste l'agenda avant d'en revenir à toi. Du coup, on va parler un peu de toi Pierre, on va parler du groupe LVMH pour juste remettre dans son contexte. Puis retour sur Mercatim, qui sommes-nous? On rentrera un petit peu dans le détail de Dior et notamment Dior Parfum. Les chiffres forts, tu vas nous expliquer ta stratégie autour de l'industrie 4.0 et du digital. Et je pense que ça intéresse beaucoup de monde aujourd'hui. C'est très bien sur des planches, des slides, de dire voilà quelle est la stratégie, mais comment on la met en place. Et pour moi, tu es un exemple
de déploiement, de comment on déploie bien une solution sur le terrain. Donc, on va essayer de regarder un peu les petits tips de Pierre tous ensemble. On va prendre le cas Mercateam, comment ça s'est passé du début à la fin jusqu'au résultat. Et après, vous pourrez poser absolument toutes vos questions dessus. Donc, si ça va à tout le monde, je propose qu'on enchaîne, Pierre, avec toi. Alors, Pierre, ingénieur, plus de 10 ans chez Dior, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu comment tu en es arrivé à être responsable Industrie 4.0? Ok, parfait. Alors, moi, mon rôle aujourd'hui chez Parfum Dior, c'est de coordonner le digital manufacturing pour nos opérations. Du coup, j'ai un peu de casquettes. On a un gros projet, donc ça parlera à certains d'un gros backbone à MES, Manufacturing Execution System, qu'on déploie sur nos 3 sites industriels. Donc ça, je chapeaute la partie métier et en parallèle, je m'occupe également de coordonner la feuille de route plus globale digital manufacturing pour nos 3 sites. On y reviendra après. Donc comme disait Adrien, moi j'ai un profil plutôt métier initialement. Donc je suis rentré en stage de fin d'études chez Parfum Dior. Ensuite j'ai occupé des fonctions à l'ingénierie. Donc j'ai fait 3 ans de conception de machines de production pour le parfum et le soin. Ensuite j'ai été responsable de prod pendant 3 ans. Et ensuite j'étais responsable approplanif pendant 4 ans pour le maquillage. Donc finalement, quand le directeur industriel m'a proposé le poste, c'était plutôt avec une vocation d'avoir quelqu'un métier plutôt orienté use case pour piloter cette feuille de route digitale, sachant que voilà, d'autres entreprises font le choix d'avoir plutôt quelqu'un d'IT. Et nous, c'était quand même bien volontaire et assumé d'avoir plutôt quelqu'un du métier. Et puis pour te connaître un peu, en plus, tu as le sens du digital, donc je pense qu'on a dû le sentir chez toi. Je dis ça, tu le dirais pas par Mon choix de marketing, mais en c'est plus. ça. Ouais, c'est ça. Juste faire un tout petit retour sur le groupe LVMH. Donc, tu me dis vraiment si je me trompe, 4 divisions, vin et spiritueux, mode et maroquinerie, montres et joaillerie. Et parfums et cosmétiques, donc avec Dior, vin et spiritueux par exemple, Moet Hennessy, enfin toutes les marques qu'on peut voir ici. Alors j'ai préparé quelques notes. Leader mondial des produits de haute qualité, LVMH. En 2021, c'est 64,2 milliards d'euros, ça fait tourner la tête, et c'est une hausse de 44%. Je me suis même demandé si je me trompais dans mes chiffres par rapport à 2020, donc pendant quand même une crise de notre société importante liée au Covid. Et aussi, vous êtes rentré, je ne sais pas si tu le savais Pierre, vous êtes rentré dans les top 10 des marques les plus puissantes du monde. Et donc quand on parle des marques les plus puissantes du monde, c'est Apple, Google, Amazon, McDo, quoi, et Facebook, et Alibaba. Donc voilà pour le petit mot sur LVMH. Tu veux ajouter quelque chose peut-être? Ouais, du coup, ça peut paraître un peu une contextualisation, voilà, chapeau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on verra plus tard que on est aussi une famille au sens benchmark. Là, je voyais Charles de Guerlain qui était là. On a énormément d'échanges croisés et ça, au sein des groupes, c'est extrêmement puissant, notamment dans les démarches digital manufacturing, aussi bien pour s'inspirer des use cases terrain que pour venir benchmarker les technologies finalement. Donc nous, en effet, on fait partie de la branche parfum et cosmétique qui s'appelle maintenant la branche beauté, dont on fait partie avec Guerlain, Givenchy, Kenzo, Fresh, voilà, toutes les marques qui font de la cosmétique. Donc pas tout le monde a des usines, mais en tout cas, les 3 premières, on a des usines. Et on fait en effet beaucoup d'échanges croisés. Et donc, du coup, pour continuer notre entonnoir et rentrer dans Parfum Christian Dior, comme ça, tu peux passer aussi à la suite. Alors, si tu veux bien, je fais juste Mercatim. Et ensuite, comme ça, on fera l'entonnoir et on enchaînera avec la stratégie. En effet, j'ai mis LVMH pour avoir une vision globale, mais ensuite, on attaque directement avec Dior Parfum. Et je confirme ce que tu dis sur la coordination des marques, parce que nous, on a commencé donc avec vous à Saint-Jean-de-Bray, on y reviendra, et maintenant la charte, mais c'est aussi Charles qui est là de Guerlain. Après, nous, on est dans l'incubateur startup d'LVMH. Et aussi, grâce à toi, on a rencontré Bulgari, on a rencontré Moet Hennessy, avec qui ça avance très vite, mais aussi dans l'horlogerie avec Tagger. Donc, ça va très vite dans votre groupe et ça nous a vraiment impressionné. On pensait qu'aller d'une marque à l'autre serait plus compliqué. Je vous fais très rapidement un point sur Mercatim, parce que je suppose que vous allez vraiment aussi comprendre la stratégie de Pierre et lui poser des questions. Mercatim, on a 3 différenciations très fortes. On n'est pas un outil
RH, justement, notre différenciation, c'est d'avoir fait un outil de gestion des ressources humaines pour les opérationnels. Donc avec un planning, avec une gestion des compétences, mais avec un outil, une interface qui est très opérationnelle et qui répond à des cas d'usage qui sont souvent en fait des choses que les outils RH n'arrivent pas à résoudre. Notre deuxième grande différenciation, c'est d'être spécialisé dans les usines, les entrepôts, les centres logistiques, ce qu'on appelle les desk workers. Donc on prend les supports et le terrain. Et donc on a construit cet outil pour ces personnes-là. Et la troisième différenciation, c'est de co-construire l'outil. On ne s'arrête jamais de coder. À l'origine, on est des codeurs. Pierre nous a beaucoup aidé, avec Steve aussi, chez Dior, à affiner un peu le produit. Et on continuera sans cesse à le faire tant qu'on reste dans la mission de mettre la meilleure personne avec la bonne compétence au bon poste au meilleur moment. Ça, c'est notre mission. Et 2 minutes de plus pour vous réexpliquer un tout petit peu le pourquoi on l'avait fait à l'origine. On l'avait fait parce que tout le monde parle aujourd'hui d'industrie 4.0, d'automatisation, de tous les gains que ça va apporter. Mais dans les faits, nos managers aujourd'hui dans les usines françaises, et ce matin j'étais avec des Italiens, des Américains, maintenant on est sur 3 continents Mercatim, mais dans les faits, c'est extrêmement difficile pour les managers de gérer à court terme déjà leurs équipes. Donc, qui va aller sur quel planning, on en parlera parce qu'il y a plein de contraintes, les habitations, les restrictions, qui sait faire quoi sur un poste, mais aussi à long terme, comment je vais aider les personnes à répondre aux nouveaux enjeux et aux nouvelles compétences de demain. Et nous, on pense chez Mercatim, on en est persuadé plutôt, que c'est les outils digitaux. Et d'ailleurs, la plupart des responsables dans les sites disent que les outils digitaux ne sont pas adaptés. Concrètement, c'est du Excel et du papier. Alors parfois, vous avez comme Pierre, des décisions qui sont prises de dire ok, on tue l'Excel et le papier, mais parfois il n'y a même pas d'Excel et de papier. Donc qu'est-ce qu'on passe par un standard d'abord? Est-ce qu'on attaque directement l'outil digital? On a un très fort retard dans ce secteur, dans l'industrie, alors que c'est dingue parce qu'à l'origine, c'est le secteur qui a inventé le lean, la productivité, que nous, en startup, on utilise beaucoup comme vocabulaire. Mais voilà, la vague du digital a été moins prise que celle de la productivité et du lean. Et on estime qu'on n'a pas assez investi dans l'humain et beaucoup, peut-être parfois trop dans les machines, et que c'est le moment de le faire parce que sinon, on risque d'avoir un impact sur la performance qui est très fort. Voilà. Donc, on a des fonctionnalités avec Mercatim, on va en balayer quelques-unes. L'opérateur peut avoir accès à une matrice de compétences et les objectifs du groupe, vers quel métier je dois me diriger, quels sont les objectifs de manière très opérationnelle pour ma carrière, mais aussi quelles tâches on m'a laissées. Je peux scanner des QR codes et lire mes instructions de travail sur les postes. Le manager chez Dior, ce qui a été fait du coup sur les sites et chez LVMH, c'est la digitalisation des plannings. On sort d'ailleurs l'automatisation du planning. Donc, je connais les compétences, les restrictions, les absences. Donc, je peux automatiser le placement sur poste. Tout ça, on le fait remonter sur un dashboard pour suivre la polyvalence. C'est une assurance pour le directeur de site aussi de toujours produire, parce qu'on est plus agile, on maîtrise son savoir-faire et ses compétences. Beaucoup utilisé pendant le Covid par nos sites. On aurait aimé que ça ne soit pas le cas, mais pour réorganiser entièrement l'usine. Et enfin, on sort une nouvelle fonctionnalité que je viens de montrer ce matin à Pierre, qui va être une espèce de vision multi-site pour gérer ces sites et anticiper les besoins de demain, dire je sais que je vais avoir 10% de mes équipes qui vont partir à la retraite, ou se dire que je vais perdre un certain savoir-faire dans les 10-15 prochaines années. Donc c'est très stratégique RH. Et donc tout ça, c'est une espèce de vision de dire on devient la colonne vertébrale du savoir-faire des organisations. Voilà. Et donc, un tout petit peu de shine, pardon pour l'anglicisme, et de mise en avant du coup. On a beaucoup de partenaires, de fonds d'investissement européens. On est du médical au luxe et dans de nombreux secteurs, que ce soit de l'agroalimentaire. Vous voyez, en ce moment, on va travailler aussi avec Sanofi aussi. Donc ça bouge beaucoup, très forte croissance en 3 ans. On est sur 3 continents. Et c'est aussi grâce à Dior qui nous a fait confiance. Donc voilà pour Mercatim. On va attaquer les sujets qui vous intéressent beaucoup plus, je pense. Celui de Pierre. Et là, je te redonne la main, du coup, Pierre, pour cet entonnoir dont tu parlais. Ouais, je refais le lien par rapport à tout à l'heure, LVMH. Le moment où tu m'as coupé dans mon élan là tout à l'heure. Non, blague à part, pour faire le lien avec cette planche qui est un petit peu plus spécifique sur les opérations de Parfum Dior, juste pour que vous situiez, on a Parfum Christian Dior à peu près un peu plus de 80 millions de produits finis sortis de nos 3 usines par an. Et on est à peu près, l'an dernier, un peu plus de 3,1 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, ça fait le lien avec nos opérations. Là, ce que j'ai rappelé en termes d'employés, c'est uniquement sur nos 3 usines, sur les opérations industrielles. On a également les opérations supply chain qui sont entre 1000 et 2000 personnes, qui sont
également dans le scope, étant donné que tout ce qui est entrepôt, magasin de production, ça rentre également dans notre scope de notre digitalisation des opérations, de notre démarche. Nos usines font des parfums et cosmétiques, hein, donc on est scindé en 3 axes. Les parfums, remplissage, sertissage, vissage, conditionnement un peu classique, les crèmes de soins et le maquillage qui se décline en coulage de rouge à lèvres, qui est vraiment du procédé, les fonds de teint et mascara et poudre, qui est du compactage, qui est également du procédé. Donc, on a 3 usines dans le monde spécifiques parfum Dior, 2 usines qui font du bulk manufacturing, donc vraiment de la production par batch, et les 3 usines qui font par contre le conditionnement. Donc, on a une usine à Shanghai, une usine à Chartres et une usine près d'Orléans. Et tout le groupe, la division beauté, donc notamment Guerlain, Givenchy, Dior, Fresh, est soutenu par une DSI commune qui est PCIS, donc qui est LVMH PCIS, qui accompagne l'intégralité des sites et certaines de nos marques qui n'ont pas de site en propre. Voilà, c'était juste pour faire également le pendant, parce que dans la démarche, on est vraiment 2. Hein. On a notre DSI qui nous accompagne et nous pour la partie métier, parce que vous verrez que d'après nous, c'est vraiment important dans la démarche. Et du coup, ben voilà, en fait, c'est quoi votre stratégie, vos constats qui ont amené à mettre en place une stratégie digitale avec des outils Alors, du coup, on est parti de 3 constats forts. Le premier, c'est aujourd'hui, on a des modes de consommation qui ont vraiment changé. Aujourd'hui, le consommateur, il prend plus finalement le best-seller, mais par contre, il y a des tendances qui émergent avec les influenceurs sur les plateformes, les réseaux sociaux. On a également une forte tendance à la personnalisation qu'on a encore du mal à gérer industriellement. Ça, on a des outils de personnalisation dans les entrepôts locaux de certains pays, mais on n'arrive pas encore à gérer une personnalisation de masse. Donc, on a vraiment des nouvelles tendances pour lesquelles notre outil industriel aujourd'hui, il n'est pas vraiment adapté. La deuxième, c'est que nous, on fait plus de la moitié quasiment de notre chiffre d'affaires aux États-Unis et dans les pays asiatiques. Et ces pays-là ont soit un peu des mesures de protectionnisme, soit des entités comme la FDA, par exemple, en Amérique, qui fait en sorte qu'on a énormément de paperasse à générer et des processus d'enregistrement extrêmement longs pour avoir le droit de commercialiser. Et donc, on a de plus en plus des normes qui nous poussent à rajouter des surcouches très complexes à piloter en production. Et le dernier point, c'est bien entendu que notre outil industriel, il n'est pas capable, on a une croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années, donc si on nommait le Covid, hein, et du coup, notre outil industriel, il a vraiment du mal à assumer cette croissance, donc on est obligé de faire de la productivité. Donc, tous ces enjeux business, ils se déclinent nous, on a mappé ça dans 5 enjeux industriels ou défis industriels. Donc, la première, c'est l'accélération des flux. La deuxième, c'est la flexibilité, hein, de manière à pouvoir réagir aux tendances extrêmement vite. Alors moi, l'exemple criant, c'est que je viens du monde du maquillage. Et sur le maquillage, on a des gammes de rouge à lèvres à plus de 100 teintes. Et le marketing fait toujours des paris sur 5-6 grosses teintes. Donc, on commande plein d'étuis, on commande plein de matières premières pour pouvoir assumer ces 5 grosses teintes si elles explosent. Et on se rend compte que c'est toujours la 12e, la 13e, la 14e qui explose. Et donc là, il faut qu'on arrive aussi bien sur notre supply chain, c'est un peu moins le débat aujourd'hui, mais que sur notre outil industriel, à être extrêmement agile pour pouvoir remettre notre braquet sur les teintes qui explosent. Et c'est un petit peu la même chose au parfum et au soin. Contrôle des procédés, bien entendu, efficience. Et le dernier point concerne un peu les réglementations contraignantes qu'on évoquait. On a des besoins de traçabilité qui sont extrêmement fortes. Ça rejoint presque le premier mode de consommation. Hein. Aujourd'hui, on a presque des clients qui sont intéressés pour savoir ce parfum-là d'exception qu'ils ont payé extrêmement cher, où est-ce qu'il a été fait, par qui, par quel pays il est passé, où ont été cueillis les roses qui ont fabriqué le concentré, par exemple. Voilà, donc tout ça, aujourd'hui, on n'est absolument pas outillé pour faire ça. Et ce qu'on a mis en dessous, c'est une espèce de synthèse des technologies qui sont aujourd'hui matures
et qui permettent de répondre à une partie de ces besoins-là qui n'existaient pas il y a quelques années dans l'industrie, mais qui aujourd'hui sont une réalité dans beaucoup d'entreprises. Et tout ça, globalement, c'est notre définition un peu de l'industrie 4.0, c'est-à-dire les nouvelles technologies matures qu'on peut aujourd'hui sur étagère utiliser dans l'industrie. Ok. Tu veux que j'avance sur le… Alors oui, la prochaine planche permet d'expliquer comment on en est venu aujourd'hui à avoir une gouvernance industrie 4.0 un peu centrale, parce que on pourrait se dire pourquoi pas faire de l'industrie 4.0 avec le département maquillage qui fait un petit peu ses trucs, l'usine de Chine qui fait un peu sa roadmap, pareil à Chartres. C'est qu'aujourd'hui on a fait le constat qu'il y a plusieurs choses plutôt chouettes qui étaient lancées à droite à gauche. Le problème, c'est que on n'était pas forcément tous conscients de ce qui était lancé dans les départements connexes. Du coup, on n'avait aucune gouvernance commune. On ne pouvait pas forcément monter à l'échelle. Et potentiellement, une initiative qui aurait créé plus de valeur à côté, elle était en stand-alone dans le premier département. Et surtout, on n'avait absolument pas les bases IT nécessaires en termes d'architecture pour pouvoir monter à l'échelle, en termes de cybersécurité. Ça nous freinait très largement dans nos volontés de déploiement. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on rechapeaute ça de manière un peu globale, qui nous permettrait d'avoir énormément de gains sur les mises à l'échelle, ainsi que même les couvertures de use case très concrètement, de brasser beaucoup plus large. Ok, hyper intéressant. Donc vous avez identifié le potentiel, enfin les besoins, les potentiels. Après, vous avez identifié ce qui vous manque en fait, donc les enjeux, les différents problèmes. C'est à peu près ça en fait. C'est ça. Et du coup, pour parfaire ça, finalement, on voulait vraiment on voulait casser les gros projets, les gros programmes, parce qu'on en a comme dans toute entreprise et dans tout groupe, avec les gros cycles en V. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par faire vraiment des tours de site et d'aller discuter avec les régleurs, les agents de conditionnement, les chefs d'atelier, les chefs de service, pour voir aujourd'hui quel est leur besoin, c'est quoi vraiment les irritants du quotidien. Donc ça en interne, Pierre. Hein. Là, tu dis en interne. Vraiment en interne. Okay. D'abord Dior sur site, etc. Okay. Ouais. Les gens à qui demain est dédiée la roadmap qu'on a mis sur pied. Okay. Et après cette première phase qui a duré environ 1 mois ou 2, d'aller vraiment faire des entretiens sur le terrain et d'aller voir comment ça se passe, on a été également s'inspirer au sein du groupe sur lequel il y a des choses très chouettes qui se passent, donc notamment chez Guerlain qui est pas loin, à Chartres, chez Vuitton, à Beaulieu. On a été également dans les vins et spiritueux. C'est marrant parce que du coup, Guerlain, c'est tout à fait logique, mais peut-être les vins et spiritueux, NC et Veuve Clicquot, ça paraît moins lié, quoique il y a toujours des chaînes et des lignes de production. Donc, Tout à fait, ouais, exact. Et en plus, on n'est pas si éloigné finalement parce qu'ils sont dans l'embouteillage également. Ouais, c'est vrai. Deux choses de valeur aussi, ça dépend comment tu es. Je suis d'accord. Tes envies, mais en effet, du style des benchmarks sur certaines typologies d'écran temps réel ou alors certaines démarches d'amélioration continue digitale, notamment avec NC, ont été hyper inspirantes. Et on a aussi voulu se dire, OK, des sites vraiment best in class, labellisés industrie du futur, dont on entend un peu communément parler comme du Schneider Electric et du Bosch, par exemple. On s'est dit, il faut qu'on mette les pieds dans ces usines. Donc, on a été voir également pour s'en inspirer, pour qu'on ait vraiment une vision très, très globale de nos besoins terrain et de ce qui se fait quand on a depuis des années une volonté de déployer du digital. Et pour parfaire ça, on a été, notamment avec tous les échanges qu'on a depuis des mois et des mois, Adrien, mais continuer la veille techno avec toutes les nouvelles startups industrielles qui se créent pour venir combler avec une grosse célérité des gros irritants du métier. On y reviendra notamment avec marketing. Oui, bien sûr. Une fois qu'on a fait tout ça, on s'est dit, OK, on va s'en faire à notre sauce, une roadmap.
on s'est fait une roadmap et on est parti finalement de 40 besoins métiers et on a voulu prioriser pour cadencer l'année avec des chantiers qui étaient un petit peu plus à taille humaine pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de dynamique et pas lancer 40 chantiers qui aboutiront dans 3 ans, parce que dans 3 ans, nos priorités seront plus celles-là. Trop bien. Donc, cible, en effet, on a remis là finalement un peu les 2 orientations des livrables. C'était des livrables qui concernent donner à nos équipes la bonne info au bon moment pour pouvoir prendre la bonne décision dans l'instant. Et plutôt, le pendant, c'était un peu leur donner les outils de simulation et de projection pour pouvoir prendre des meilleures décisions plutôt tactiques. Donc ça, on l'a plus découpé en mailles de temps finalement. Ok, intéressant. N'hésitez pas à poser vos questions aussi sur la stratégie industrielle. Je sais que souvent les questions vont être sur comment on déploie bien, etc. Mais n'hésitez pas aussi sur la stratégie industrielle. Et oui, je passe pas trop vite la Pierre? Je pense que si, je passe un peu vite là. Non, ouais, comme tu veux. Non, c'était plus pour compléter. Vous direz ce qui nous intéresse, mais en gros, nous, notre roadmap, pareil, on s'est dit, on fait pas un plan à 3 ans, on fait une roadmap à 1 an. Donc finalement, on s'est tapé dans la main avec la DSI fin d'année dernière et on a jalonné notre année 2022 de deliveries finalement. Donc du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, l'idée c'est que les équipes globalement, que ce soit encadrantes et sur ligne, puissent voir une vraie dynamique de livrables digitaux et que ça commence déjà à transformer leur quotidien. C'était vraiment l'approche. Ouais, d'accord. Ok. Et vous êtes arrivé assez vite dans cette approche. Ouais. Et alors, dernière question avant d'enchaîner, même toute cette période de construction ou autre, c'est question hors technique. C'était beaucoup de boulot, c'est stressant, il faut raccorder à peu près tout le monde ensemble. Ouais, la démarche, on l'a commencé avant l'été l'an dernier et donc ça a été vraiment impulsé, sponsorisé par notre directeur industriel. Et donc on s'est rassemblé avec plusieurs key users, chefs de service, responsables de département, pour justement faire ces différents brainstorming Alors, il y a les irritants du quotidien d'un côté, mais il y a aussi les freins au business. Pour vraiment faire un backlog complet de tout ce qu'on aimerait traiter dans le cas idéal. Et ensuite, notre démarche a été vraiment de prioriser non pas par l'importance ou par finalement le ROI brut, ça a été un peu plutôt un type enjeu accessibilité, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui apporte un énorme gain, mais par contre qui est super complexe à mettre sur pied. Là, on s'est dit, OK, on n'a peut-être pas aujourd'hui la maturité digitale pour s'y attaquer, ou alors on n'a pas forcément les fondations IT pour s'y attaquer. Donc, on a vraiment eu une priorisation un petit peu humble de la roadmap qu'on s'est donnée. D'accord. Ça répond un petit peu à la question de Florian. On y reviendra parce que le temps passe à tous vitesse. Il est 11h58. Ça va bientôt faire 30 minutes. Mais une question de Florian, on y reviendra sur combien de temps ça a mis pour définir et mettre en œuvre la gouvernance d'Industrie 4.0. On y revient à la fin. Normalement, on aura du temps pour répondre à toutes vos questions. Continuez à les mettre dans les questions avec le petit point d'interrogation et on y répond entièrement à la fin. Comment la mettre en place? Moi, je trouvais ça hyper intéressant quand on a préparé cette table ronde. Tu le séparais avec la conduite du changement. C'est important aussi de choisir la bonne solution et on a fait un petit point en disant les tips de Pierre à la volée. Est-ce tu peux nous expliquer ça? D'abord, la conduite du changement, qu'est-ce qui est difficile, moins difficile? Alors, conduite du changement, ça, finalement, en fait, on l'a presque. Alors, en fait, avec les key users, on est tous marqués au fer rouge parce qu'on a tous eu finalement des fonctions de responsable de production ou de responsable de service. Donc finalement, on a déjà été confronté pour beaucoup à mettre en place quelque chose, pas forcément accepté, etc. Donc c'est vraiment pour ça qu'on est venu. La première étape, tu te rappelles sur la planche précédente, c'était vraiment d'aller faire des entretiens sur le terrain pour se dire
les choses qu'on aura choisi in fine de traiter dans les premiers éléments de roadmap, c'est dans tous les cas des choses qui nous viennent des opérationnels. C'est vraiment des irritants ou des freins des opérationnels. C'est pas, alors là, je déborde un peu sur le type de pierre, mais c'était pas du push techno. Et ça, c'est, alors je fais un lien, c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave, par rapport à quelque chose qu'on a appris d'une de nos visites chez Schneider et chez Bosch, c'est que finalement en amont, hein, donc c'était une visite avec globalement la majorité du codir de Parfum Dior, et on se disait avant, on va arriver dans Star Wars, on va voir des robots qui font des backflips, tout va être avec des LED, etc. Et en fait, on a eu un petit peu un choc parce que finalement, leur vision de la digitalisation, c'était pas du tout une digitalisation bling-bling, c'était une digitalisation qui répondait aux besoins métiers. Donc finalement, quand tu étais là, ok. Ouais, quand tu étais dans les leçons apprises. Tout à fait, ouais, c'est ça. Et du coup, on s'est dit, en discutant avec eux, en effet, la grosse des valeurs ajoutées, c'est pas forcément d'avoir ce push technologique, mais c'est plutôt de répondre de la meilleure des manières aux vrais irritants des gens qui travaillent au quotidien et qui sont des fois un petit peu différentes de ce que nous, on peut se représenter dans un bureau comme étant l'avenir pour le digital. Et, Ouais, mais pardon, j'étais en train de te couper. Fini, vas-y, Pierre. Non, et du coup, pour moi, ça fait écho à ta question sur la conduite du changement. C'est que, en fait, on a voulu prendre le taureau par les cornes en se disant, première brique du conduite du changement, c'est on vient pas imposer une démarche, c'est on vient répondre Un besoin. aux remontées des opérationnels. Tout à fait. Je suis d'accord. Ce qui est intéressant, parce qu'en fait, le point, c'est de dire si tu leur fais gagner du temps, et ben, du coup, la conduite du changement sera très difficile, parce que nous, on le voit sur Mercateam, selon les sites, parfois, si voilà, il y a un manager, il est sur Excel depuis 20 ans, ça peut être plus difficile de les convaincre tous. Et toi, tu te dis, mais attaquons là où il y a des problèmes, comme ça, on peut, la conduite du changement est plus simple. Ok, très clair. J'avance un peu vite, mais comme le temps passe. Et du Comment coup, choisir la bonne... Ouais, vas-y. Peut-être, Adrien, juste pour compléter, Ouais. par rapport à ta question, un autre des tips, le dernier, le product owner. Chez nous, c'est vraiment, alors c'est le rôle de Steve hein, pour les gens qui sont là et qui le connaissent. Et en effet, on a un product owner également qui était très orienté solution, donc qui connaît parfaitement Mercateam et qui a pu vraiment accompagner tout l'encadrement d'ateliers, de tous les ateliers dans lesquels on a déployé, sur la mise en place de Mercateam, sur les discussions de avant j'avais telle base access, mais j'avais telle micro-fonctionnalité que moi j'aimais bien, du coup comment je m'en sors maintenant. Ça a été également un énorme... je pense que si on avait laissé les opérationnels seuls en lien avec Mercateam, ça n'aurait pas marché aussi bien que si on avait quelqu'un qui était convaincu et puis connaissait extrêmement bien la solution comme Steve chez nous. Ouais. En plus, pour un site de 1000 personnes, etc., avoir une personne qui centralise les demandes, c'était dans tes tips, on y reviendra rapidement. Et comment choisir la bonne solution assez rapidement, Pierre, si on peut, tu dirais quoi, tes conseils numéro 1? Quand tu choisis une solution, que ce soit Mercateam, je sais que tu as choisi Fabric aussi à un moment, tu vois, quels sont tes critères? Est-ce que... Dans ce sens-là. Bon, vous voyez, c'est pas préparé, hein, le webinaire. Ok, donc en gros, aujourd'hui, le number one, je dirais que aujourd'hui, c'est plus possible pour, en tout cas pour nous, sponsors et pilotes de démarche digitale, de mettre dans les mains d'opérationnels quelque chose qui fait penser à Jurassic Park ou qui est de l'ordre de la base access et qui fait perdre énormément de temps, qui bug une fois sur deux et qui également n'a pas une expérience utilisateur qui donne envie. Aujourd'hui, il y a tout pour faire, de faire des choses extrêmement ergonomiques et qui donnent envie et qui font gagner beaucoup de temps. Donc, à ISO solution, à ISO fonctionnalité, nous, dans tous les cas, il y a zéro débat. Et donc, ça, c'est une des forces de Mercateam. Hein. Il y a, on va dire, des concurrents de Mercateam
qui font des choses à peu près à iso-fonctionnalité, bien que vous, Adrien, n'est-ce pas, Et hein. encore, et encore. Non, je rigole. Oui. Mais par contre, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas du tout au niveau. Et ça, pour moi, c'est une des premières, un des premières grilles de choix, étant donné que, bien entendu, qu'une solution d'abord répond à un besoin, donc à des fonctionnalités, mais si on nommait les fonctionnalités, ça, je dirais que c'est le premier point. Ouais. Et si on tire la bobine, une des forces et quelque chose qui nous a beaucoup étonné, donc avec Steve notamment, et les autres sponsors au sein des départements, c'est que ça a été un des premiers projets, entre guillemets, sur lequel on a eu des volontés plutôt des opérationnels de déploiement. C'est-à-dire qu'on on a déployé ça sur un atelier pilote pendant quelques semaines, voire quelques mois, je ne sais plus, 2-3 mois peut-être. Et ensuite, c'est vraiment les encadrements d'ateliers qui venaient toquer au bureau pour dire coucou, quand est-ce qu'on peut le déployer chez nous? Et c'est comme ça finalement qu'on a déroulé la roadmap de déploiement de Mercatim chez Parfum Dior, enfin dans nos usines Parfum Dior. C'est finalement celui qui avait la plus grosse volonté, tous exhaustivement, hein, on veut Mercatim, hein, on l'a partout maintenant. Mais ça a été assez surprenant pour nous de voir que ça a été du bouche à oreille et une volonté de déploiement. Et c'est là où on s'est dit que peu importe ce que pourraient dire les gros sponsors, les gros directeurs, dans tous les cas, là, on est allé c'était la bonne solution. Voilà, un petit peu trop loin dans le déploiement. Ça a été adopté par le terrain et là, c'est gagné. Ok, très clair. Pierre, je vois qu'il nous reste 7 minutes. Il y a plein de questions, donc je vais improviser un tout petit peu. Tu me dis si je dis des bêtises, mais je voulais vraiment insister sur les tips dont tu m'as parlé, qui sont importantes. C'est assurer un tempo de delivery, donc une roadmap toute l'année, qui qui coordonne aussi tous les projets. Entretenir un lien fort DSI et métier. Je trouve que ça rejoint pas mal le point 3, privilégier la réponse à un besoin métier vs push techno plutôt que juste pousser une plateforme, ce qu'on voit souvent. Être agile, et ça, je pense que ça rejoint aussi le dernier point, c'est le product owner. On parlait de Steve aussi, qui toi était un peu ton bras sur le terrain, qui connaît le produit, qui peut aller aider les opérationnels. Et ça, c'est les 5 tips que Pierre m'a donné. N'hésitez pas à poser plus de questions, je vois qu'il y en a plein. C'est pour ça que j'essaie d'arriver jusqu'aux questions. N'hésitez pas à poser des questions là-dessus sur les tips de Pierre. On vous mettra à disposition aussi cette plaquette si vous avez besoin de plus de détails. Sachant que, excuse-moi, parce que c'est un peu frustrant de le passer en l'état. Je sais, un petit mot, désolé Adrien, sur un des tips qu'on avait formalisé sur l'agilité. Alors l'agilité, bon, il y a pas mal de significations. Néanmoins, nous, ce qu'on avait en tête, c'est que dans notre roadmap, les choses qui n'ont pas délivré en temps et en heure et sur lesquelles on s'est dit, OK, on se lance dans quelque chose qui verra pas le jour avant X mois ou X années, en fait, on le shoot. C'est-à-dire que par rapport à un projet normal sur lequel il y a une équipe projet, un budget, etc., et on va au bout, là, nous, on s'est mis d'accord avec le directeur industriel. Il n'y a pas de débouché tel que nous, on l'entend dans le timing où on le veut. C'est pas grave, on le shoot et on traite un autre use case. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu rendre visible aussi des équipes par rapport au sujet un peu plus classique, qui sont des projets un petit peu loup de mer que je pense que tout le monde connaît dans chaque entreprise. Et donc nous, là, on l'a fait déjà 2 fois et on a complètement arrêté, mais c'était complètement volontaire. Ouais. Et ça, on voulait aussi marquer ce truc-là. Je le vois trop souvent aussi sur le terrain. Alors, avant de répondre à toutes vos questions, dernier point sur le cas Mercatim, ça répondra au moins à une question qui disait en fait combien de temps. Je crois que j'ai vu pour le déploiement Mercatim, concrètement, comment la solution Mercatim a été appliquée. Alors déjà, pourquoi tu as digitalisé le planning et comment tu en es venu à choisir Mercatim? Okay. Donc, la gestion du planning des équipes. D'accord. Donc nous, aujourd'hui, alors si on prend un peu de hauteur, on a, je pense comme beaucoup d'industriels, et notamment ici présents, on a beaucoup de problèmes à recruter beaucoup de profils. Un des profils chez nous qui est extrêmement sollicité parce que c'est la pierre angulaire et le premier échelon managérial, c'est nos chefs d'équipe, nos chefs d'atelier, donc qui gèrent en direct pour fixer un peu les idées une quarantaine de personnes.
et qui ont pour rôle, donc c'est leur supérieur hiérarchique, et c'est eux qui font également tous les plannings et qui prévoient le personnel. Et aujourd'hui, pour affecter, chaque semaine, ils passent par jour au moins 2 heures sur une bonne vieille base access qui plante à peu près 3 fois par jour. Ils ont en parallèle un fichier qui récapitule dans une autre ressource, pour simplifier bien sûr, les congés payés. Ils ont un fichier de polycompétences. Il y a encore une autre base qui gère les habilitations. Voilà, ils font un espèce de mix entre tout ça et si tout va bien, il en ressort un planning pour la semaine prochaine. Donc, on raisonne à maille hebdomadaire. Donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on les aide à gagner du temps, ces chefs d'atelier qui passent plus de temps sur le terrain, sur lequel on a un ROI à peu près instantané, versus dans le bureau à essayer de se gratter la tête pour faire les plannings. Donc, au-delà de la possibilité qu'offre Mercateam, parce qu'on en parlait encore en off, Adrien, on aura une roadmap commune de déploiement de fonctionnalités qui peut être hyper pertinente et apporter encore énormément de gains. On a déjà gagné par atelier, sur les chefs d'atelier, 4 heures sur cette denrée qui est absolument critique, qui est le chef d'atelier. Et ça a été notre driver numéro 1 pour déployer Mercateam. Et donc, par rapport à ce que je partageais tout à l'heure, nous, on avait fait également un benchmark avec notre direction des systèmes d'info sur ce qui se faisait en termes de, enfin voilà, sur le marché pour répondre à ce besoin-là. Et donc, ça rejoint ce qu'on partageait tout à l'heure, à savoir en termes d'expérience utilisateur, la simplicité, qui est loin au-dessus. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est intéressant parce qu'en plus, au-delà du planning, maintenant, on a l'architecture de tout le site, enfin du coup de Chartres aussi, de l'autre site de Chartres, avec les postes, les équipes, qui sait faire quoi et quel poste, et qui probablement, on l'espère, va augmenter la mobilité. Alors, vous aviez déjà beaucoup de mobilité, interligne, etc., mais qui peut, à l'échelle du site aussi, se dire que, je sais pas, dans quelques mois, peut-être on pourra aller chercher quelqu'un d'un autre site. Alors, faut peut-être rêver, est-ce que ça pourrait aller d'un maquillage à un parfum, je sais pas, mais c'est l'avenir quand même, je pense, de l'industrie. En effet, c'est difficile de recruter, c'est difficile de faire monter les gens en compétences. Il faut être capable d'être plus polyvalent et plus agile. Alors, j'irai même pas aussi loin, du coup, Adrien, mais c'est exactement ça. C'est que au sein de nos usines, on a plusieurs unités de prod qui font à peu près 200 à 300 personnes. Et au sein de ces unités de prod, il y a des conditionnements. Et aujourd'hui, on est vraiment par silo. C'est-à-dire un conditionnement ou une fabrication, un atelier, a la responsabilité RH de ces équipes, de prendre des personnes intérimaires si besoin. Et aujourd'hui, on est vraiment par silo, alors qu'on a vraiment une activité qui est hyper saisonnière. Avant, on raisonne par look, on sort des produits en même temps que les défilés. Donc, on a plusieurs temps forts dans l'année, mais ce n'est pas les mêmes selon les unités de prod. Donc, on a complètement une volonté à pouvoir avoir de la polyvalence et équilibrer notre personnel, mais on a des bases access dans chaque atelier qui sont complètement distinctes. Hier, on avait. Donc ça, on ne pouvait pas le gérer. Donc c'est exactement ce que tu décris là, qui sont même vrais à la maille du site, voire même d'une unité de prod, avant même d'aller à l'échelle de nos sites, quoi. Ok, hyper intéressant. N'hésitez pas à nous reposer des questions aussi en off. Vous pouvez m'envoyer des questions, je les trierai, je les enverrai à Pierre si besoin autour du cas d'usage Mercateam et du déploiement. J'enchaîne avec les questions. Il reste 2 minutes et on va essayer de faire ce qu'on peut. Hop, je démarre les réponses en direct. Alors, Florian, combien de temps avez-vous mis pour définir et mettre en œuvre une gouvernance Industrie 4.0 ? À quelle fréquence réunissez-vous aujourd'hui et qui est autour de la table ? Donc, comment tu suis, ton Industrie 4.0 ? Si tu arrives à être assez rapide dans ta réponse, je sais que c'est dur, Pierre, ça serait top. Ça marche. Du coup, 2 mois à peu près. 2 mois. En fait, on a d'abord raisonné métier, ensuite on a raisonné gouvernance, communément avec la DSI. On a drafté une gouvernance. On a des instances hebdomadaires, on a des instances mensuelles et on a tous les 6 mois un séminaire pour mettre tout le monde. Ouais. Exact. Et donc finalement, à quelle fois ? Ok, donc on raisonne vraiment avec des comités projets et donc on a 8 domaines globalement dans notre roadmap Industrie 4.0. Et chaque domaine est finalement un peu autogouverné, mais par contre, chaque semaine, on a un point de synchronisation avec la DSI, moi et les porteurs de domaine qui sont des opérationnels.
Et tous les mois, on a un comité de pilotage également avec nos sponsors, notre DSI, au sens notre directeur des systèmes d'info, notre directeur industriel, et on échange sur les arbitrages, les budgets, les caps à maille hebdomadaire. Et tous les 6 mois, on revoit la trajectoire pour les 6 mois d'après. D'accord, d'accord. C'est rapide. J'espère que c'est OK, Florian, c'était très rapide. Et il est déjà 15, on continue, hein, nous. Enfin, sauf si tu as quelque chose, Pierre, je continue les questions. Et tu me dis hein, dès que tu veux couper. Comment vos utilisateurs en production? Alors ça, Nicolas, on est à peu près répondu. Grégory, concrètement, est-il possible d'avoir quelques exemples pratiques et de la solution Mercatim? Ça, c'est Stéphane. Alors, on a parlé un peu de Mercatim. Dites-nous si c'était pas assez, si vous avez une question plus précise. Diriez-vous que la transformation digitale optimise des processus existants ou bien en crée des nouveaux? Alors, à cette question, je répondrais qu'un de nos 8 domaines, c'est l'analytics, hein, donc la data, si on prend un peu de hauteur. Et en effet, on a réussi à optimiser des processus via les data uniquement. Donc oui, je dirais que ça optimise nos données. Typiquement, nous, c'était dans le cas de base de rouge à lèvres. Plus ça va et plus on a des matières premières qui sont naturelles et qui ont des caractéristiques différentes entre les batchs. Donc voilà, nous, on a regardé comment est-ce qu'on arrivait à optimiser nos process de fabrication pour obtenir le même rendu à chaque fois, même si en entrée, on a des matières premières qui évoluent. Ouais. Et nous, côté Mercatim, quand on arrive, on le fait de mieux en mieux. C'est notamment un des rôles de Nicolas et Emmanuel. C'est on cartographie quel est le process historique. On regarde tous les process qui concernent nos cas d'usage. Et après, on vous refait sur des slides pour vous dire comment on va le faire avec Mercatim et réduire le temps des process. En ce qui concerne Mercatim, hein, les autres outils, le digital, c'est très large. Ok, je continue, j'enchaîne. Stéphanie Lambert, dans quelle mesure la solution Mercatim vous permet-elle de combler un SIRH ou LMS ou d'interagir avec pour adapter les formations et de monter en compétence? Alors, avant tout, Pierre, tu me dis si je me trompe, mais Dior utilise la fonctionnalité compétences et planning, pas la fonctionnalité formation. J'espère un jour, mais du coup, je ne sais pas si tu as un commentaire là-dessus, Pierre, mais je pense que ça te concerne moins cette question. Oui, alors en fait, c'est ce que je partageais tout à l'heure. Nous, on a déjà un énorme ROI à faire uniquement l'affectation, affichage du planning. On gagne énormément de temps et donc de ROI. Néanmoins, ce qu'on a en tête derrière pour en avoir encore plus, bien entendu, c'est de créer certaines interfaces, dont celle avec le SIRH, notamment pour les saisies d'absence, de manière bijective, hein, des deux côtés, et également de venir s'interfacer avec aujourd'hui, ce qu'on disait, c'est que pour rentrer sur certains marchés, on est obligé d'avoir des règles extrêmement strictes en interne, et on a des logiciels qui sont expressément qualifiés dans toutes nos procédures internes qui viennent décrire comment est-ce qu'on habilite et comment est-ce qu'on forme. Et donc ça, on va créer des ponts avec Mercatim. Après, on aura un débat sur qui est maître, qui est esclave, mais si on a aussi vocation dans les mois à venir déployer encore plus de ponts, parce que Mercatim est vraiment l'outil de nos opérationnels, et demain, déjà aujourd'hui, hein, mais ils ne veulent pas se connecter à telle ou telle base connexe parce que c'est leur outil, il leur faut tout là-dedans, quoi. Ouais. Mais c'est très bien répondu, mais c'est vrai que du coup, comme on met quelqu'un sur un poste, il a une compétence sur ce poste, on peut associer à cette compétence du savoir-faire, de la formation et donc venir l'évaluer sur poste. Mais après, Mercatim, je le répète, c'est 3 fonctionnalités: compétences, formation, planning. Ça peut se prendre de manière séparée ou conjoint. Il est déjà 19, je vais vraiment arriver sur les 3 dernières questions. Florian, je suis désolé. Si je vais répondre rapidement, le product owner est un profil métier, responsable de prod, un profil SI, un profil digital. Vraiment en 2 mots, Steve, c'est quoi, Pierre? Un couteau suisse. Ouais, non, en effet, Steve avait un profil technicien à amélioration continue avec des fortes appétences digitales. C'est-à-dire que c'est déjà quelqu'un qui faisait des Power BI, qui faisait un peu de code, etc. Mais ça peut très bien marcher si c'est pas une personne avec autant d'appétence. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été quand même bien clé dans sa compréhension de Mercatim, et il est aussi product owner d'autres applicatifs. Donc, c'est quand même super chouette. Si il est de base extrêmement curieux, ça c'est extrêmement important,
et également qui croit et qui a comme une appétence dans les outils digitaux. Notamment, voilà, il fait aussi de product owner de certaines choses en réalité virtuelle, par exemple. Et donc, il gère ça en autonomie. Donc, bon, c'est quand même mieux si on arrive à s'en sortir. Mais initialement, c'est un profil technicien amélioration continue. Et ouais, il est intéressé, curieux, il est le pont entre le terrain et l'outil, et sur des gros projets, c'est hyper important. Quels sont vos prochains use cases dans votre digitalisation? Pareil, hein, il me reste 3 questions. Pierre, fais comme tu peux. Ok. Alors, nos prochains use cases, là, on est en train de travailler. Alors, notamment, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup partagé avec Charles sur Garlin, qui nous ont inspiré là-dessus. C'est qu'on travaille sur un applicatif pour de la guidance opérateur lors des changements de format. On a vu dans nos 3 gros enjeux industriels tout à l'heure que l'agilité et flexibilité, c'était parmi les majeurs. Et donc d'avoir des changements de format répétables et des redémarrages qui soient très fiables, c'est hyper important. Par exemple, sur une ligne maquillage, aujourd'hui, donc on est très sollicité, on a certaines lignes qui tournent en 3 équipes, H24 dans la semaine, et on peut avoir par jour quasiment jusqu'à une dizaine de changements de format ou de changements de teinte, si on prend le fond de teint par exemple. Donc il y a un enjeu énorme là-dessus. Donc là, par exemple, un des use cases, c'est celui-là. Et puis, bon, un gros use case, c'est la connectivité de nos équipements pour venir avoir tout en temps réel. Et on est également en train de faire des pilotes qu'on a déjà déployés dans certains ateliers pour avoir des tours de contrôle pour se dire, je rentre dans un atelier, j'ai une ligne là-bas qui ne tourne pas ou qui tourne, je sais pourquoi elle ne tourne pas, soit elle est fermée, soit ils sont en maintenance, soit ils sont en pause. Mais en tout cas, ça fait parler l'environnement. C'est très clair. C'est très, très clair. OK pour celle-là. Alors, Denis, comment fait-on le lien? Et après, on arrête, hein, je te laisse tranquille, Pierre. Comment fait-on le lien entre le gros projet MES, les différents sites... Attends, je vais l'afficher aussi, comme ça tu pourras la voir. Les différents sites, voire marques, et les chantiers POC en termes de cohérence, de recouvrement de fonctionnalités et d'interface. C'est une question difficile, ça. Mais en gros, comment tu gères tout ce barda, quoi? C'est une super bonne question. Alors, en fait, c'est là où notre lien avec la DSI prend tout son sens parce que on a mappé tous nos process industriels, que ce soit des process comme de la pesée, du bouchage, du cellophanage, jusqu'au process plus data de gestion des polyvalences, d'affectation par exemple. Et ce qu'on s'est dit, c'est aujourd'hui, c'est quoi notre couverture applicative actuelle, c'est quoi notre couverture applicative cible demain, c'est-à-dire une fois qu'on aura MES. On a notre lotissement MES. Un MES, ça se déploie bien entendu en plusieurs lots, en 4 à 6 lots sur plusieurs années, selon les tailles de sites et le nombre de sites. Et du coup, nous, aujourd'hui, quand on fait une initiative Digital Manufacturing, une initiative Industrie 4.0, on vient l'inscrire dans cette cartographie applicative. Sous-entendu, soit c'est une réponse tactique qui vient derrière être couverte par un applicatif cible qui est différent, soit on a une carence dans notre couverture applicative cible qu'on vient meubler de manière du coup pérenne avec un applicatif digital manufacturing autre que par exemple le backbone MES. Voilà, de manière synthétique. Je ne sais pas si ça répond à ta question. En gros, on garde dans le viseur la cible et on vient inscrire ce qu'on fait. Soit c'est, si je caricature, soit c'est du temporaire jetable, mais par contre, on a un ROI avant le lot MES qui vient nous donner la bonne solution pérenne, soit c'est un applicatif qui sera pérenne parce que derrière, dans notre vision cible, on n'est pas couvert avec d'autres applicatifs qu'on a aujourd'hui dans le viseur. C'est extrêmement clair. C'est extrêmement clair. Je crois qu'il y avait une ou deux questions, mais auxquelles on a plus ou moins répondu en plus. N'hésitez pas à nous les envoyer. Merci infiniment, Pierre, pour ton témoignage qui a, à mon avis, beaucoup intéressé. Lucas va vous remettre dans le chat le lien sur lequel vous pouvez retrouver
ce webinar, mais aussi tous nos webinars historiques d'ailleurs, si vous voulez les revoir en rediffusion, vous pouvez les partager aux personnes. C'est juste nous, ils devront mettre leur mail et on devra l'autoriser. Ça reste un petit peu privé quand même. Et voilà, merci à Pierre, merci à tous d'avoir été là. Je vais couper la table ronde. Voilà. À très vite, très bonne journée. Je mets juste dans le chat. Ciao. Voilà, tout le monde te remercie. Je ne sais pas si tu vois le chat. Top ce webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vivement le prochain. Merci à vous. Je vais quand même mettre, tu vois. Allez, à très vite et je coupe. Au revoir à tous. Salut Adrien.